Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour ce nouvel entretien de la semaine avec cette fois-ci un invité d'exception. C'est Boris Cyrulnik qui est à nos côtés aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, neuropsychiatre et puis aussi écrivain. Et puis d'ailleurs, on va parler de votre dernier ouvrage essentiellement au cours de cette interview. Sauve-toi, la vie t'appelle. Vous vous êtes exprimé à ce sujet déjà dans de nombreux médias. Il faut dire que c'était un petit peu une phase pour vous que de révéler cette histoire au grand public. Aujourd'hui, vous êtes l'invité du département scientifique de l'ambassade de France en Israël, à Tel Aviv. Et puis alors du coup, vous êtes venu pour présenter ce dernier succès. On a l'habitude que vos livres, que vos ouvrages soient de véritables succès. Et puis celui-là, il a plu et le public, dit-il, vous a redécouvert. C'était ce que vous comptiez révéler aussi dans ce livre? Non, c'est parce que j'ai employé une méthode un peu particulière. J'ai raconté un souvenir d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était rentré à peu près dans la culture, mais je me suis pris comme objet de science. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire une enquête sur ce qui est dans ma mémoire. Est-ce que les autres sont d'accord avec ma mémoire? Est-ce que les situations, les lieux sont d'accord avec ma mémoire? Est-ce que les archives correspondent à ce qui est dans ma mémoire? Souvent oui, pas toujours. Alors justement, vous l'avez dit à de nombreuses reprises, il y a la narration et puis il y a aussi la vérité historique. Et il est très rare que les deux, finalement, lorsqu'elles sont confrontées, ne se contredisent pas l'une l'autre. Alors vous avez été selon laquelle de mémoire? Les deux, c'est ça qui est un problème. C'est qu'il y a une partie hyper précise de la mémoire, c'est la mémoire traumatique. Quand j'ai été arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais 6 ans et demi, c'est gravé au détail près. Mais le contexte est flou, et c'est là qu'il y a un remaniement, c'est là qu'il y a des inventions, et ces inventions ont une fonction, c'est qu'elles permettent de rendre cohérent un milieu qui était fou. C'était fou d'arrêter les gens dans la rue, de les faire disparaître, de les brûler, d'arrêter les enfants, que les voisins viennent arrêter les enfants, c'était fou. Le réel était fou. Donc, pour un enfant, j'avais besoin de m'arranger avec ce qui était dans ma mémoire. Donc, c'est un mélange d'hyper-précision gravée dans mon cerveau, probablement jusqu'à la fin de ma vie, et d'arrangements qui m'ont permis de rendre cohérent cette folie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de raconter cette histoire, de raconter votre histoire? C'est parce que je vous ai rencontré aujourd'hui seulement, sinon je l'aurais raconté avant. Vous avez déjà publié votre livre, mais le compliment était sympathique. Finalement, ce livre-là, c'est un petit peu un aboutissement pour vous? On a l'impression que c'est une page qui se tourne, mais pourquoi aujourd'hui? C'est une page qui se tourne, c'est une modification de l'idée que je me faisais de moi. Je pense que pourquoi aujourd'hui? J'en avais parlé avant, j'en avais parlé pendant la guerre, je ne pouvais pas en parler, sinon je serais mort. Donc je ne pouvais pas en parler. Après la guerre, j'ai voulu en parler. La culture m'a fait taire, même mes proches. C'est fini tout ça, on n'en parle pas, en avant on pense à autre chose, donc je ne pouvais pas en parler. Et puis quand j'en parlais et que les gens éclataient de rire, ça me faisait taire. Donc vous avez bien entendu, les gens éclataient de rire quand je racontais que j'avais été emprisonné à 6 ans, que ma famille avait disparu, parce que c'était impensable, le réel était fou. Donc j'en ai parlé, mais c'était pas entendu. Et c'est depuis, on va dire, 85 pour faire un schéma, le film de Lanzmann, Shoah, la reconnaissance de la faute de la France par Chirac, les récits, les romans, les films critiquables, Holocauste, qui est un film moyen, mais qui avait un avantage de poser le problème. C'est-à-dire que quand on était intéressé, on posait des questions, et maintenant, on est invité à parler, alors que pendant plus de 40 ans, on a été invité à se taire. Donc finalement, ce n'est pas vous qui avez attendu le bon moment pour vous révéler, vous avez plutôt attendu que le public soit prêt à écouter ces révélations, et ce moment n'est intervenu qu'il y a quelques mois? Voilà, on peut dire ça comme ça. Moi, j'en ai parlé, je n'étais pas entendu, parce que le public, j'avais écrit un article que j'avais intitulé « Les muets parlent aux sourds ». C'est-à-dire le muet, c'était moi, parce que je ne pouvais pas en parler, ou j'en parlais mal, et les sourds, c'est parce que les adultes me faisaient taire. Donc la communication était moyenne. En revanche, depuis quelques années, la culture française, peut-être même la culture européenne, a beaucoup changé, et maintenant on est invité à en parler. Et aujourd'hui, finalement, vous avez fait un petit peu une autothérapie avec cet ouvrage. Donc finalement, les gens ont une meilleure écoute pour ce genre d'histoire, et puis vous avez mieux su la raconter? Alors, les gens ont incontestablement une meilleure écoute, et moi je me sens, j'ai changé depuis que j'ai raconté cette histoire, et depuis que je l'ai analysée. Quand je passais devant la synagogue de Bordeaux, où j'ai été enfermé, je pensais à la mort.
parce que je me rappelais les barbelés, les soldats en armes, les gens couchés par terre, la dame sous laquelle je me suis caché pour m'enfuir, c'était une dame qui avait le ventre éclaté à coups de crosse. Donc, quand je passais dans la synagogue de Bordeaux, rue Labyrinthe, ma mémoire appelait les barbelés et les soldats en armes et les gens mourants. Et depuis que j'ai raconté ce livre, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je suis passé dans la synagogue, je l'ai regardée, et je l'ai trouvée belle, j'ai été content qu'elle soit belle, je n'ai plus pensé aux barbelés, ni aux mourants, ni aux soldats en Parce armes. que vous l'avez raconté, et pourtant on aurait tendance à croire que ces souvenirs si difficiles, il faut les oublier pour pouvoir les surmonter. Alors, ce que vous venez de dire, c'est la définition du déni. Et effectivement, c'est ce qu'on nous conseillait de faire après la guerre, y compris les proches. Allez, pense à autre chose. Non, non. Alors, le déni, en termes psychanalytiques, ça permet de moins souffrir, en effet. Mais ça empêche d'affronter le problème. Donc, c'est une amputation d'une partie de ma personnalité. Je ne pouvais pas en parler. Je pouvais parler de tas de choses que vous aimez, qu'on aurait pu partager, on aurait pu parler de football, on aurait pu parler de choses comme ça. On ne pouvait pas parler de ça parce que le déni nous conseillait, allez, parle d'autre chose, te torture pas avec ça. Et il y a un temps aussi, c'est qu'en parler après la guerre, ça aurait été effectivement une torture, et en parler maintenant, c'est le plaisir de comprendre. Comment une chose pareille est-elle possible? Comment des hommes ont-ils pu faire ça à d'autres hommes et brûler en France 11 500 enfants, alors que en Roumanie, en Hongrie, ça a été beaucoup plus que ça. Alors pour vous expliquer à vous-même ces souvenirs et puis aussi pour les expliquer aux autres, vous avez eu une succession de formations, de recherches. Vous êtes aujourd'hui neurologue, psychiatre, éthologue, psychanalyste français et puis aussi écrivain. Et dans laquelle de ces formations, finalement, vous avez réussi à trouver des réponses? Alors je pense que je serais incapable de m'amputer d'une seule de ces formations, parce que quand on est scientifique, on nous conseille d'avoir un savoir fragmenté. Biologie, psychologie, sociologie, psychanalyse, et vous devenez le meilleur, parmi les meilleurs, avec un savoir fragmenté. Ça, c'est ce que j'appelle la pensée paresseuse. C'est la pensée qui nous donne nos diplômes. J'ai eu mes diplômes comme ça, en récitant ce que les profs nous demandaient de réciter. J'ai comme un perroquet. Je suis un perroquet diplômé. C'est-à-dire que le savoir facile, universitaire, c'est la pensée fragmentée. J'ai été praticien pendant presque 40 ans. La personne qui était à côté de moi n'était pas fragmentable. C'était une personne entière avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, sa famille, sa culture. Et j'avais besoin, en tant que praticien, de mettre mon nez dans un peu toutes ces dimensions pour mieux la comprendre et chercher à l'aider. Le contraire de la formation universitaire. Et puisque vous avez beaucoup essayé de faire également ces dernières années, c'est un petit peu la vulgarisation de votre savoir, de donner accès à tous finalement à la compréhension à laquelle vous êtes arrivé. Puisqu'on imagine bien que de telles formations, ce n'est pas donné à tout le monde. Être un perroquet, même dans tel savoir, ce n'est pas si simple que cela finalement. Alors comment est-ce que vous pouvez vulgariser toutes ces formations-là et tout l'enseignement que vous en avez tiré? Alors j'évite le mot vulgariser, même s'il est juste, parce que ça vient du latin qui voulait dire peuple. Donc je préfère dire populariser. Et que je crois que quand on est scientifique, on doit populariser son savoir parce qu'on est payé par l'argent public et qu'on doit participer à la culture en expliquant ce qu'on a compris et en faisant vivre par des débats, par des livres, ce qu'on a compris. Ce que font de plus en plus maintenant les scientifiques. Mais il y a 30 ou 40 ans, c'était très mal vu de populariser son savoir. Alors cette histoire de la Shoah, il a fallu aussi un petit peu la populariser, la rendre plus accessible finalement, tant aux rescapés de la Shoah pour qu'ils puissent communiquer autour de cette histoire difficile et de ce traumatisme, mais aussi aux yeux de l'ensemble de la population française ou encore allemande. Et certains pays ont choisi notamment de le faire par le biais de procès des anciens criminels nazis. Et pourtant, pour vous notamment, le procès Papon, au cours duquel vous auriez voulu témoigner, était une erreur. Pourquoi? Alors, j'aurais aimé faire un procès imaginaire, c'est-à-dire ne pas accuser un vieux monsieur. Parce que les sondages ont montré qu'au cours de ce procès, Papon a amélioré son image. La vieillesse l'a excusé? La vieillesse le rendait presque sympathique. Je parle d'image, je ne parle pas de réalité. Et que certains juifs ont été en position d'agresseurs. Alors que moi, je pensais qu'il fallait dire la vérité, faire un procès imaginaire, raconter en place publique ce qui s'était passé. Et si Papon n'avait pas été content, c'est lui
qui aurait dû faire un procès aux 2 survivants sur 1700 personnes, ces 2 survivants qu'il avait ratés pendant la guerre. Ça aurait complètement renversé la stratégie. Et je pense que ça aurait beaucoup plus intéressé et ému la population des non-juifs. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas manifesté à ce moment-là? Je me suis manifesté. Et ils ont refusé de vous laisser témoigner? Oui. Qui a eu une telle initiative de refuser un témoignage comme le vôtre, qui finalement était une partie de l'acte d'accusation ensuite? Alors, parmi les 2 survivants, il y avait Madame Blanchet, c'est-à-dire la dame mourante sous laquelle je me suis caché, parce que c'est involontairement, c'est grâce à elle et à une infirmière que j'ai pu m'évader. J'ai rencontré son fils, sa petite-fille. On s'est téléphoné, elle est morte il n'y a pas longtemps. Et elle aussi, elle n'a pas été invitée à témoigner. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'ai peut-être une petite idée, mais je pense que... Est-ce que votre idée, c'est de déduire que ce procès, finalement, c'est une espèce de farce médiatique ou d'opération médiatique? Alors, vous m'avez entendu penser, c'est-à-dire que j'aurais aimé faire un vrai procès, c'est-à-dire, voilà, on a les archives, on fait attention à ce qu'on dit, on a les témoins, on a les archives, on va le dire en place publique, et on aurait fait un vrai procès. Alors que là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une accusation qui voulait faire feu de tout bois, et qui voulait la peau de Papon. Or, il y a beaucoup d'enfants de juifs déportés qui m'ont envoyé des lettres critiques, sévères, en me disant « mes parents ont été déportés ». Les miens aussi, ma famille a été déportée. Il y a très peu de survivants dans ma famille. Et elle disait, cette lettre, je pense à une lettre où la dame me disait « j'ai été heureuse que Papon soit condamné pour crime contre l'humanité ». Ce que je pense, c'est qu'il n'a pas été condamné pour crime contre l'humanité. Il a été grondé pour crime contre l'humanité. C'est pas bien ce que vous avez fait. Vous aurez 10 ans. 10 ans pour crime contre l'humanité, 10 ans pour avoir condamné à mort. Est-ce que vous tirez les mêmes conclusions sur d'autres procès contre des criminels nazis? On ne peut que penser au dernier en date, notamment le procès des Mianiuk. Non, je ne tire pas les mêmes conclusions, parce que je pense que Nuremberg a été très utile. Je pense que les procès contre les criminels nazis sont très utiles, parce ils mettent en place publique ce que j'aurais voulu faire, mettre en place publique ce qui s'était passé. Et là, j'aurais voulu le mettre en place publique sans faire un procès, ce qui aurait empêché à Papon d'améliorer son image. D'autant qu'en plus, je savais qu'il serait un petit peu condamné, pas beaucoup. 10 ans avec sursis, 10 ans, je savais qu'il serait libéré parce qu'il avait une arythmie cardiaque, ce qui n'est rien du tout. C'est une arythmie de stress. Donc je savais qu'il utiliserait la loi Kouchner pour ne pas aller en prison, je le savais. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est absurde, il a été grondé pour crime contre l'humanité. Alors que si on avait fait un vrai procès, c'est nous qui l'aurions fait. Alors à ce moment-là, c'est lui qui aurait dû nous agresser, ça aurait complètement changé. Mais je pense que les autres procès nazis sont nécessaires pour mettre en place public, c'est ce que demandent les Rwandais actuellement, c'est ce que demandent les Chiliens, c'est ce que demandent les Sud-Africains. Quand il y a un génocide, il faut qu'il y ait un vrai procès et ensuite on verra comment on pourra réapprendre à vivre. Alors accentuer l'éclairage sur des parts très sombres de l'histoire, votre livre, beaucoup l'ont considéré comme une autothérapie. Est-ce que c'est une autothérapie réussie? C'était pas l'intention, mais c'est réussi. C'était pas mon intention. Mon intention, c'était de réfléchir à la lumière des sciences modernes, à la manière dont se constitue notre mémoire. Toujours sincère, souvent remanié, arrangé. Voilà, mon enjeu c'était ça. J'avais publié un petit livre qui avait eu beaucoup de succès, qui n'était pas un livre, qui était un verbatim. J'avais raconté ce qui m'était arrivé et quelqu'un m'avait demandé l'autorisation d'en faire un petit livre qui avait eu un succès énorme. Et c'est ça qui m'a donné envie de vérifier si ce succès était légitime. J'avais eu beaucoup d'émissions de télé en France, beaucoup d'émissions de radio, donc c'était déjà rendu public, mais c'est le travail, l'attitude d'enquête sur moi-même qui n'était pas rendu public. Donc oui, ça a eu un effet d'autothérapie, mais non, ça n'était pas un enjeu d'autothérapie. Alors vous allez nous dire si cette impression est juste ou fausse également. On a l'impression qu'il y a eu la phase 1, c'était l'écriture de cet ouvrage, et puis il y a aussi la phase 2, c'est un petit peu celle de l'exposition médiatique, cette multitude d'interviews que vous avez accordées sur cet ouvrage. On a l'impression aujourd'hui que vous sentez un sentiment de responsabilité à raconter et à apporter votre témoignage de rescapé de la Shoah. Absolument. Vous avez dit le mot, responsabilité. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas continuer à se taire. Et je pense que autant accuser me paraissait discutable, Primo Levi voulait accuser. Il disait « Je voudrais que mon livre serve soit un revolver
planté sur la tête de chaque Allemand. Il n'a pas accusé. Il a vendu à 700 exemplaires son livre en 1947, c'est-à-dire que personne ne l'a lu parce qu'il accusait. Moi, je veux expliquer comment c'est possible. Je veux comprendre ce qui m'est arrivé, comprendre ce qui est arrivé au peuple juif en Europe. Je veux comprendre. Idéalement, la phrase gentille, c'est pour empêcher que ça revienne. Ça revient. C'est revenu dans d'autres continents, donc c'est pas suffisant. Comprendre, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Alors on vous l'attribue presque comme un slogan, cette phrase, ni haine, ni pardon, mais compréhension. Et pourtant, et vous avez également dû faire face à ce genre de réponse, la compréhension, ça semble être la première étape pour excuser. Alors, moi je dirais le contraire. On me fait souvent ce reproche, effectivement. Je te comprends, oui, je te comprends. Vous savez que les mots sont polysémiques, hein, ils peuvent avoir des sens carrément opposé. L'autre, c'est celui qui reçoit autant que celui qui est reçu. Hein. Il y a plein de mots qui sont polysémiques comme ça. Je pense que je te comprends, c'est effectivement, je t'excuse presque. C'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je pardonne pas. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un ou à une culture qui a arrêté mon père sur un lit d'hôpital. Mon père a été arrêté par la police du pays pour lequel il combattait. Et pour les comprendre, comme vous dites, est-ce que vous vous êtes mis à leur place ? Pas du tout. Alors, comprendre, c'est analyser. C'est pour ça que j'ai fait une démarche scientifique. C'est-à-dire, comprendre, c'est pas s'identifier. Comprendre, c'est comment des hommes ont-ils pu commettre ce crime. Bialo, que je cite dans le livre, qui avait quelques années de plus que moi, que j'admirais beaucoup, et qui a été à Auschwitz quand il avait, je crois, 14 ans. À peu près. Il a la même attitude que moi. Je veux comprendre, non pas pour pardonner, mais je veux comprendre pour maîtriser. C'est-à-dire, je veux comprendre comment c'est possible que quelque chose dans la tête d'un homme, pas plus bête que moi, il a pu commettre ce crime sans aucun sentiment de culpabilité. Il y a quelque chose à comprendre, il y a un mécanisme humain qui déraille, et l'idée que je propose, c'est que ces hommes, les nazis, n'étaient pas pervers, mais ils étaient perverti par le bonheur dans la soumission, le bonheur de se soumettre à une idéologie totalitaire. Et ça, c'est une loi générale pour tous les génocidaires. Alors Boris Cyrulnik, vous vous êtes fait aussi des fois commentateur de l'actualité, vous avez presque pris des fois des habits de journaliste, et puis vous recevoir, c'est aussi vous poser quelques questions, l'occasion de vous poser quelques questions d'actualité pour recevoir votre éclairage sur la question. Alors notamment en Israël, puisque vous êtes ici, sur place, Israël est un petit pays, ce petit État juif, qui se sent non-stop menacé et qui est concrètement menacé par toutes sortes de pays et d'entités. On peut parler de l'Iran, autant que de la Syrie, autant que d'autres menaces terroristes en provenance de plusieurs points qui l'entourent. Aujourd'hui, Israël estime non-stop qu'il est menacé, une menace existentielle. Est-ce qu'il a la bonne méthode pour contrer ces menaces ? Alors moi j'ai envie de dire oui. Cette méthode est très critiquée en France, hein, mais moi j'ai envie de dire oui parce que l'attitude réactionnelle quand on est assiégé, ce qui est le cas d'Israël, c'est de donner le pouvoir à un totalitaire. En Russie, Ivan le Terrible, Hitler en Allemagne. Quand un pays est en difficulté, il héroïse les hommes et donne le pouvoir à un chef militaire. Les Israéliens sont tout le temps en discussion, c'est-à-dire que probablement c'est une forme de démocratie. C'est très coûteux. Parce que je vois dans tous les pays qui entourent Israël actuellement, il y a une tentation totalitaire énorme, une tentation même de dictature religieuse. Ce qui est ce que je vous proposais tout à l'heure, le bonheur dans la soumission. Je me soumets à un chef qui sait tout, que je vénère, et ce chef peut me commander de tuer, de faire n'importe quoi, je n'aurai aucune culpabilité. Je retrouve le mécanisme que j'ai compris chez les nazis. C'est pas excusé. J'ai compris ce mécanisme chez les nazis. Et en ouvrant aujourd'hui la porte à l'autocritique, finalement, les Israéliens refusent ce système. Il me semble que pour l'instant, ce n'est pas un régime totalitaire, même si parmi les Israéliens, il y en a certainement quelques-uns qui sont tentés de donner le pouvoir à un chef militaire ou à un chef extrême. Pour l'instant, ils ne le font pas. Alors des chefs extrémistes, il y en a aussi beaucoup qui sont tombés ces derniers temps, de nombreux dictateurs qui ont perdu leur pouvoir. On parle bien sûr de l'Égypte ou encore de la Libye. Ce printemps arabe qui est très rapidement devenu un hiver islamique, et il faut le dire, l'Occident est assez déconcerté devant la situation et le chaos qui règne aujourd'hui dans ces pays-là. Quel avenir, d'après vous, est réservé à ces peuples qui finalement étaient avides de démocratie ? Alors quand j'ai entendu l'expression de printemps arabe, ça m'a donné un sentiment de bonheur. Je me suis dit, ils vont devenir démocratiques, ils vont avoir une belle culture, on va pouvoir partager beaucoup de projets communs.
Et j'ai rapidement déchanté, bien sûr, quand j'ai vu qu'en fait, ce printemps arabe, comme vous l'avez dit, évoluait vers la glace de l'hiver. Mais vous savez, la première fois qu'on a employé cette expression de printemps, printemps d'un peuple, c'est dans les années 30, en parlant du nazisme montant, où on parlait du printemps des nations et du printemps des peuples. Donc, et ce qu'on voit actuellement, c'est que ces pays-là, qui m'ont donné une bouffée de bonheur, je me suis dit, ils vont se libérer, ils vont devenir fréquentables. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tentés par la dictature et que démocratiquement, ils ont élu des dictateurs, et même maintenant, ils commencent à souffrir de la dictature religieuse pour laquelle ils ont voté. Est-ce que c'est le signe d'un manque de maturité ? Non, je pense que c'est une tentation de tout pays en difficulté. Je pense que c'est le cas, l'héroïsation. Quand un peuple héroïse certains de ses hommes, c'est que ce peuple est en grande souffrance. Parce que quand un peuple est heureux, il n'a pas besoin de héros. Il a besoin de footballeurs, de chanteurs, d'être heureux, quoi. Et quand un peuple sécrète un héros, c'est qu'il est blessé, c'est qu'il a besoin d'une image qui le répare. Et c'est très coûteux. C'est très coûteux pour le héros, parce que le héros va être sacrifié. On l'aime parce qu'il va mourir pour nous. Vous avez vu son courage, hein, il est de mon peuple, il est de ma religion. Vous avez vu à quel point il est courageux. Donc le héros me répare, narcissiquement, comme on dirait, il me répare en mourant. Et donc ça veut dire que nous sommes en difficulté, nous sommes humiliés par notre échec, par... Alors, plus proche de nous, plus proche de la France aussi, il y a ces guerres, la guerre au Mali, la guerre en Libye, ou encore la guerre dans laquelle la France n'a pas choisi d'intervenir, c'est bien sûr la guerre en Syrie. Alors, juste cause ou pas juste cause, on a l'impression que, en tout cas, la France s'est choisi une cause extérieure. Est-ce que c'était une façon aussi de se choisir un héros ? Je pense que Bush a été un héros malheureux quand il a envoyé son armée en Irak, ce qui, m'a-t-on expliqué, est une faute énorme. Mais bon, je dis ce qu'on m'a dit. Hein. Je suis pas Sarkozy en Libye et Hollande au Mali ? Et alors, Sarkozy en Libye a probablement voulu jouer le rôle de héros, il a voulu se héroïser. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de Hollande. Je pense que, d'après ce que j'ai compris dans son entourage, il y a en France aussi une menace de dictature religieuse. C'est-à-dire de gens qui veulent nous imposer leur loi, la charia, et que autant je pense qu'il est nécessaire de respecter toutes les religions, autant il est nécessaire de ne pas se laisser soumettre par une seule religion. Donc je pense que c'est plutôt l'attitude de Hollande, d'après ce que j'ai entendu dans les couloirs. Et est-ce que c'est une guerre qu'il sera peut-être bientôt amené à mener de l'intérieur ? Elle a commencé de l'intérieur, elle a commencé en France de l'intérieur, avec des contresens énormes, elle a commencé par des gens qui veulent nous imposer leurs rituels religieux, qui sont respectables, à condition qu'ils ne veuillent pas nous les imposer. Alors une dernière question, Boris Cyrulnik, pour finir cette interview, ça va d'ailleurs être l'un des thèmes de vos prochaines conférences. Le peuple juif et la résilience. Alors il y a eu de nombreux traumatismes, beaucoup d'épreuves dans l'histoire, dans la longue histoire de ce peuple juif, puis dans la courte histoire de ce pays Israël. Est-ce que la résilience est réussie ? La résilience est toujours à réussir. C'est-à-dire que la définition est très simple, hein, c'est après un trauma. Le peuple juif en a connu, d'autres peuples aussi, mais le peuple juif connaît bien la question. Après un trauma, qu'est-ce qu'on fait ? On se soumet, on gémit, ou on tente de reprendre une autre forme d'existence. C'est ce qu'ont fait les Juifs depuis l'origine du peuple juif. Reprendre une autre forme d'existence. C'est pour ça que l'histoire du peuple juif est passionnante. Elle est passionnante parce qu'elle est difficile, parce qu'elle est folle. Le peuple juif a connu toutes les difficultés. Et il est à l'origine d'un très grand nombre de défenses religieuses, artistiques, économiques, et maintenant en Israël, de paysannes. Donc ça, c'est nouveau dans le peuple juif, ça, le fait d'avoir une terre. Donc je pense que le peuple juif est un exemple de résilience, mais c'est jamais acquis. C'est-à-dire que tant qu'on est vivant, on a des problèmes à résoudre, et je pense que beaucoup d'autres pays, les Chinois maintenant disent un peu la même chose. Ils disent, nous aussi on a eu des traumas, ce qui est indéniable. J'ai travaillé l'été dernier au Congo, alors eux au Congo, ils n'en sont pas encore dans le processus de résilience, ils sont encore dans le malheur, dans la destruction. Plus tard, s'ils arrivent à accéder à la paix, ils feront peut-être comme le peuple juif, c'est-à-dire une tentative de reconstruction, non pas de la culture, mais de faire évoluer la culture, de faire une autre culture.
En tout cas, un défi quasi perpétuel. Merci Boris Cyrulnik pour vos explications. Merci de m'attirer un C'est perpétuel. la fin Merci. de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et puis la suite de l'information, c'est toujours sur Guisen TV dans quelques minutes.